Attention, cette vidéo va contenir énormément de spoilers de pratiquement tout Spider-Man, comics, films, séries et jeux vidéo. En fait, je vais carrément spoiler la fin du jeu vidéo d'Insomniac qui est sorti cette année. Donc, à moins que vous vous en foutiez, ne regardez pas cette vidéo avant d'avoir fini le jeu et tout, ok? Je vous aurais prévenu. 3, 2, 1... Je suis tellement fière de toi. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Je sais pas quoi faire. Si, tu le sais. Cette scène est ce dont Spider-Man avait le plus besoin. Spider-Man a été majoritairement exploité par deux grosses sociétés, Marvel, bien sûr, la compagnie qui l'a vu naître, et Sony, la compagnie qui en a bien profité avec 5 films et 2 séries animées, avant le rachat de Disney et que Marvel le force la main pour récupérer partiellement les droits cinématographiques de Spider-Man pour le MCU. Les seuls moments où Sony n'ont pas à avoir de compte à rendre à Marvel Studios pour l'univers Spider-Man, c'est sur les personnages secondaires sans aucun plan pour le MCU, et un long métrage d'animation. Ironique pour une compagnie appartenant à Disney de laisser un projet de dessin animé à d'autres. Et dans la confrontation, la grande majorité a choisi d'emblée Marvel Studios. Déjà pour une impression de paternité en raison du MCU, mais surtout parce que Sony est vu comme l'une des pires boîtes de production de films actuellement. À cause de films comme le remake de SOS Fantôme, Le Monde des Emojis, Resident Evil, Underworld, Les Schtroumpfs ou encore Pixel. Oubliant dans la foulée les très chouettes Hôtel Transylvania, Les Schtroumpfs et le Village Perdu, Chair de Poule le film, ou même les excellents 21 Jump Street, Super Grave, le remake de Karate Kid, Sausage Party. Tiens, c'est un peu comme si Sony faisait autant de bons films que de mauvais films, et que les fanboys exagéraient car ils ont juste mal au cul pour quelques stupides remakes. Et pour ce qui est de Spider-Man, ce dernier est mieux traité par Sony que par Marvel. Oui, je sais, avis pas populaire, c'est un peu comme si c'était le but de l'émission. Mais comme je l'ai déjà démontré dans ma vidéo sur Homecoming, l'intégration du teaser dans le MCU donne un résultat pas terrible de tout. Mais en général, même en dehors des films, Marvel est devenu toxique pour Spider-Man, là où Sony apporte ce dont il a besoin. Et la preuve ultime, c'est cette scène du jeu vidéo. Ce jeu vidéo a fait ce que Marvel aurait dû faire avec le personnage depuis des années. Et pour le comprendre, il faut remonter très loin dans le temps. Spider-Man a été créé en 1962 pour le numéro 15 du comics Amazing Fantasy par Steve Ditko et Stan Lee. Enfin, il y aurait une affaire sur qui serait vraiment le créateur. Apparemment, il y aurait des doutes pour Stan Lee, comme quoi il n'aurait pas du tout participé à sa création et que Marvel le court afin d'assurer leur légitimité concernant les droits sur le personnage. Une connerie dans le genre, je sais pas, je m'en fous et c'est un petit peu trop tôt pour en débattre. Bref, la première fois que nous voyons Spider-Man, il était qu'un lycéen comme les autres. Un télo, donc maltraité à l'école, et puis tout le tralala de la morsure d'araignée, son oncle qu'on connaît que pour avoir dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et faire un bon riz se fait tuer parce qu'il n'a pas été responsable avec ses pouvoirs, ce qui décide ce dernier à devenir un super-héros, ce qui, croyez-le ou non, ne m'intéresse pas ici. Non, ce qui m'intéresse, c'est que Peter avait commencé en étant un lycéen qui aspirait à être quelqu'un de meilleur, ce qui a permis au lecteur de s'identifier à lui, car il a finalement les mêmes problèmes qu'eux. C'était relativement beaucoup à l'époque où les super-héros étaient surtout des incarnations de droiture et de charisme, là où Peter fait des erreurs, apprend d'elles et devient meilleur. Un modèle de vie auquel on peut s'identifier plus qu'un manifeste de valeurs à admirer. Une mini-révolution qui a eu son impact pour un tas de héros, pas seulement des super-héros, et qui furent même détournés de façon intéressante, ou utilisé comme une gimmick peu inspirée. Et le personnage ne s'est pas arrêté là. Peter n'est pas resté au lycée très longtemps. Il a vite obtenu son diplôme et est devenu photographe, s'est trouvé une copine, bref, il a grandi. Et au fil des années, il a enchaîné les progressions en tant qu'adulte, mais aussi les drames de la vie. Il a perdu la femme qu'il aimait, Gwen Stacy. Il a tenté de prendre sa retraite pour finalement reprendre le costume de façon glorieuse. Il a trouvé la femme de sa vie, Mary Jane, s'est marié, il a perdu, l'a retrouvé, a eu un gosse ou pas, bref. Non seulement il a grandi, mais il a grandi avec le lecteur qui lui aussi est devenu adulte, a eu des difficultés, a connu des drames, a trouvé du travail, s'est trouvé une vocation, s'est marié et fondé une famille. La plus grande force de Spider-Man n'est pas son imagerie, son pouvoir ou son univers. Bon, ça fait beaucoup, mais en vrai c'était le passage à l'âge adulte qui faisait la force de Spider-Man. Et Marvel ne l'a pas du tout compris. Il va même l'empêcher de grandir. Les comics durent trop longtemps, il faut le dire.
Les comics durent des milliers de numéros pendant des décennies et ne lâchent pas leurs héros. Il y a des tentatives de changement, mais avec des résultats qui n'ont pas convaincu ou qui n'ont pas tenu. Il y a eu dernièrement une polémique autour du remplaçant de Steve Rogers en Captain America, qui serait une femme ou noire, voire les deux. Pour des conneries à base de blabla, il rajoute des minorités, JW, blabla, vous connaissez la chanson, mais c'est loin d'être la première fois que ça arrive à un super-héros, surtout Peter Parker. Vous voulez faire peur à un fan de Spider-Man ? Dites ces deux mots. Clone Saga. La saga des clones est l'une des périodes les plus chaotiques et catastrophiques de l'histoire de Spider-Man. Elle a duré 10 putains d'années et fut une perte totale de temps avec des personnages qu'on a tous oubliés et juste une indécision paralysante. Le but original de la saga des clones était de mettre fin à l'histoire de Peter Parker, lui apporter la conclusion qu'il méritait. Il prend sa retraite, profite de sa vie de marié et laisse sa place à un clone du nom de Ben Reilly. Et le problème principal, au-delà des histoires qui partaient dans tous les sens, avec un changement trop régulier du responsable mystère de ce bordel de clones, et de qui est le clone, Peter ou Ben, Ben ou Peter, Peter ou Ben, à un stade où on sait plus qui est qui, Je suis son clone, ou peut-être qu'il est le mien, lui, on ne sait pas. C'est que tout ce bordel est dû au refus de Marvel de laisser Peter avancer. Ils avaient du mal à laisser tomber le très populaire Peter Parker et le laisser avoir sa happy ending définitive. Ben Reilly n'était pas détesté, mais il n'était pas aussi populaire. Mais surtout parce que Marvel ne comprenait plus la force de Spider-Man. Il comprenait que Spider-Man plaisait que parce qu'il est cool, qu'il fait des blagues, mais il n'empêche de grandir. Il force Spider-Man à rester au stade de « il grandit, mais pas trop », rendant son évolution statique. En gros, Marvel fait la mère obsessive qui héberge son fils de 40 ans dans une chambre d'enfant et le nourrit encore au sein. C'était ce niveau de malsain. Donc au final, Peter reprend le costume et reste Spider-Man et Ben Reilly va se faire foutre. Mais malgré ça, il a quand même trouvé le moyen d'évoluer. Il était parti sur une toute nouvelle lancée. Il avait enfin admis à Tante May qu'il était Spider-Man. Il coulait des jours heureux avec Mary Jane et même professionnellement, il avait progressé en travaillant avec Tony Stark. Oh, et à un moment, il y avait Spider-Man Reign, grosso modo, c'est The Dark Knight Returns, mais avec Spider-Man, et où on découvre que Mary Jane est morte à cause du sperme radioactif de Peter. Et hop, ne vous inquiétez pas, c'est pas canon. Mais un jour, Civil War. Autre avis pas du tout populaire, je trouve le film Civil War meilleur que le comics, je l'expliquerai une autre fois. Mais bon, dans cette histoire mettant en scène un projet de loi cherchant à régulariser et cataloguer les super-héros pour limiter des dégâts collatéraux, Peter a décidé de révéler à la population qui il était, mettant fin à son identité secrète. Ce qui est con parce que la loi ne force pas à révéler publiquement l'identité des super-héros, juste auprès du gouvernement, mais intéressant car Peter faisait face à une nouvelle étape de sa vie et à ses conséquences, entre découvrir qu'il a choisi le mauvais camp politique, plus ou moins, et bien sûr, tout le monde sait qu'il est Spider-Man maintenant. Donc tous les psychopathes habituels savent vous viser. Oups! Je me moque, mais c'était une direction osée et pertinente qui offrait plein de possibilités pour Peter. Mais vous voulez savoir 3 autres mots qui feront peur à un fan de Spider-Man? One More Day fait suite à Civil War et montre qu'après que Tante May se soit pris une balle qui était destinée à Peter, ce dernier a cherché par tous les moyens de la sauver. Mais apparemment une balle dans le corps c'était trop complexe à soigner pour l'ensemble de l'univers Marvel. Y compris les magiciens, les robots, les aliens, les nanomachins, les chirurgiens surdoués, je ne sais pas, ce comic c'est con. Et à la fin, Peter va voir le diable. Oui, le diable existe dans l'univers Marvel, il s'appelle Mephisto et c'est un ennemi juré de Ghost Rider. Et le diable accepte de sauver Tante May en échange, non pas de son âme, parce que c'est assez rigolo, il en a marre de ceux qui sacrifient leur âme pour sauver un être cher car ils sont toujours tout fiers et ne souffrent pas vraiment. Ça l'emmerde les âmes maintenant. Je sais pas, je trouve ça très drôle. Mais enfin, au lieu de son âme, il veut son mariage. Je ne sais pas où il va le mettre, sur sa cheminée peut-être. En d'autres termes, c'est un reboot. Peter redeviendra célibataire, les événements Civil War seront annulés et Tante May vivra. Pas longtemps, parce qu'elle doit avoir 800 ans maintenant, a survécu à une 50aine de crises cardiaques et a déjà été ressuscitée par le passé par une secte menée par le bouffon vert ou une connerie dans le genre, mais elle vivra. Et Peter accepta. La réaction des fans ? Ils ont détesté cette histoire, mais d'une force! D'habitude, les fans sont contre toute forme de changement, mais cette fois, ils étaient contre une annulation totale de changement et un retour à un status quo dépassé depuis longtemps. Et pourquoi? Eh bien parce que Peter sacrifie tout ce qu'il est devenu. Il sacrifie ses principes de responsabilité et tout, et garde Tante May comme Norman Bates garde ce qui restait de sa mère.
Parce que selon les patrons de Marvel, Peter adulte et marié voulait dire chiant, et qu'il était mieux quand il n'était qu'un jeune célibataire qui va devenir adulte, mais ne l'était jamais vraiment. Ce jour-là, Marvel a tué Spider-Man. Spider-Man a eu droit à différents dérivés, évidemment. Marvel ne pouvant pas le permettre d'évoluer, il en profitait pour l'exploiter. Mais sans que ça devienne forcément mauvais. Déjà, il y avait des versions alternatives de Spider-Man en comics, notamment la version qui a bercé mon adolescence, Ultimate Spider-Man, et bien sûr, les films. Et ces deux versions présentent aussi bien la force de Spider-Man que la relation toxique que le personnage entretient avec Marvel. Ils sont tous les deux très prononcés sur le drame et sur l'évolution de Peter pour qu'il devienne un peu plus adulte à chaque épisode. Ces Spider-Man ont permis d'apporter à de nouvelles générations ce que le Spider-Man original a apporté à l'ancienne. Je veux dire, dans Ultimate Spider-Man, Peter reste principalement au lycée, mais capte l'esprit d'adolescent d'une bien belle manière, trop vieux pour être un enfant et trop jeune pour être un homme. Et bien sûr, l'excellente trilogie de Sam Raimi, le 3 aussi, oui, autre avis impopulaire, qui est bien plus proche du drame intime que du film d'action, même si elles sont de haut niveau de ce côté-là, mieux que les Marvel actuels même. Ces films illustraient avec brio le passage à l'âge adulte, les nouveaux soucis qui s'ensuivent et les difficultés à communiquer, des valeurs primordiales que tout adulte justement devrait apprendre. Mais quand ces versions-là ont évolué, Marvel s'y est opposé. Ultimate Spider-Man d'abord s'est terminé avec l'événement catastrophique dans tous les sens du terme, Ultimatum, qui a chamboulé l'univers Ultimate et, croyez-le ou non, mais c'est Spider-Man qui s'en est le mieux tiré dans l'histoire. Alors qu'il meurt à la fin. En effet, Ultimate Spider-Man s'est conclu sur la mort de son héros durant la catastrophe qui a ravagé New York, ce qui a donné un superbe numéro sans dialogue qui se finit sur les proches de Peter qui découvrent la nouvelle et un bel épilogue montrant ce que deviennent les autres personnages. En fait, non. Spider-Man est bel et bien en vie, on le retrouve sous les décombres ayant survécu par on ne sait quel miracle, et on sort une nouvelle série de comics, Ultimate Comics Spider-Man. Et là, c'est quand Ultimate Spider-Man s'est arrêté pour moi. Et pour bien d'autres fans. Déjà parce que, bien que dramatique, j'avais accepté cette fin pour Peter. Mais surtout, Ultimate Comics Spider-Man était nul à chier. Car dès le premier numéro, on voit que putain de rien du tout n'a changé. Ouais, Ultimatum, l'événement qui devait changer l'univers Ultimate pour toujours, Podzob. Pire que ça, quand on retrouve Peter, on découvre qu'il a rompu avec Mary Jane à nouveau. Ouais, dans Ultimate, Mary Jane et Peter ont un va-et-vient en termes de couple, mais c'était toujours justifié. La première fois, c'était parce que MJ avait trop peur pour sa vie en étant avec Peter. Ils ont fait une pause pour finalement se remettre ensemble une fois qu'ils ont pesé le pour et le contre, et la deuxième fois qu'ils ont rompu, c'est Peter qui l'a largué car il se sentait incapable de la protéger, surtout qu'elle ne l'écoutait pas des masses. Mary Jane gardait quand même l'espoir de le reconquérir, malgré le fait que Peter s'était mis avec une autre super-héroïne, Kitty des X-Men. Mais Peter a vite compris qu'il aimait malgré tout Mary Jane, et après les événements traumatisants de Clone Saga, une nouvelle version pour l'univers Ultimate et un largement mieux. Bref, Mary Jane et Peter se sont remis ensemble, au grand dam de Kitty qui fit une crise émotionnelle par la suite. Et là, ils ont rompu. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le moindre souvenir d'une explication, et comme on n'a rien vu, ça fait traître. C'est comme quand Glee annule la moitié des couples hors champ après les vacances scolaires, c'est genre... Quoi? What the fudge pickle? Et on retrouve Peter qui est maintenant avec... Excusez-moi. Oh merde. Oh, ils ont osé les cons. Ok, alors... Longue histoire que je vais pas réussir à encurter, mais Gwen Stacy dans l'univers Ultimate était très différente de la Gwen originale ou de la version Emma Stone. C'était une punk rebelle cool et c'était mon personnage préféré. Déjà parce que le drame autour de la gamine était palpable, son père tué par un voleur déguisé en Spider-Man et abandonné par sa salope de mère, elle fut recueillie par Tante May et devint pratiquement la sœur de Peter Parker. Et j'insiste là-dessus, sœur. Il y avait zéro tension amoureuse ou sexuelle entre les deux. Et même la jalousie compréhensible de Mary Jane était relativement calme. Gwen a même aidé Peter à reconquérir cette dernière, pour dire. Un jour, elle découvre que Peter était Spider-Man et était bien sûr furieuse de l'apprendre, mais elle comprit vite qu'elle s'est trompée et que Peter reste Peter. Et c'est pour ça que je l'aimais, cette nana. Elle était cool et intelligente. Et un soir, elle s'est fait tuer par Carnage. Un événement traumatisant qui nous offrit une des plus belles histoires dans Ultimate Spider-Man, où un Peter en deuil est prêt à ranger le costume, apprend petit à petit à passer à autre chose et comprend que la ville a toujours besoin de Spider-Man.
et qui fut immédiatement suivi par l'atroce histoire où Peter échange son corps avec celui de Wolverine. Histoire censée être comique, mais tellement affligeante que même l'auteur a commencé les 2 numéros de cette histoire en disant « Attention, c'est de la merde !» Si tu l'aimes pas cette histoire, pourquoi tu l'as fait, hein? Et Marvel, pourquoi vous l'avez repris dans le dessin animé Ultimate Spider-Man? Ah! Et Marvel a ensuite décidé de ressusciter Gwen pour le fanservice. Enfin, à la base, ça passait. Dans Clone Saga, on découvrait qu'elle fut clonée à partir des restes de Carnage, ce qui créa un nouveau Carnage dont l'alter ego était Gwen. Une idée horrifique avec un gros potentiel émotionnel sur le fantôme qu'on n'arrive pas à laisser derrière nous et qui essaye littéralement de nous bouffer. Et puis Venom est passé par là, aspiré Carnage pour devenir un super giga delta Venom je ne sais pas quoi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un clone de Gwen Stacy sans pouvoir. Et par je ne sais quelle connerie judiciaire, ce clone a pu reprendre l'identité de la vraie Gwen Stacy et annuler le décès officiel de cette dernière, malgré une tombe et un cadavre, ce qui pose 0 problème à la famille Parker qui la reprend sans sourciller, hein. Donc vous comprenez mon dégoût de voir Peter embrasser le clone de celle qu'il a toujours considérée comme sa sœur sans la moindre explication ou le moindre développement de leur relation. Pendant que T.A. explique que Kitty et Kong aussi auront pu... Ah, va te faire foutre, Ultimate Comics! Oh, mais les fans voulaient les voir ensemble, non? Non! Non! Qui voulait voir Gwen et Peter ensemble dans cette histoire-là? Sérieux? D'ailleurs, ça a tellement refroidi les fans que Ultimate Comics Spider-Man n'a duré que 15 numéros avant d'être annulé. Et être rebaptisé juste Ultimate Spider-Man pour finalement retuer Peter. Donc ouais, Ultimate Comics Spider-Man fut une perte totale de temps. Putain de comics de merde! Et pour les films, évidemment, reboot. Mais avec du recul, les films Amazing Spider-Man n'étaient pas mauvais. Ils ont des problèmes, bien sûr. Le premier film qui ne fait que raconter ce que le premier film racontait déjà. Et puis il y a le bordel narratif du 2, les designs des méchants, Andrew Garfield qui essaye de passer pour un gamin pas populaire, et tellement d'autres trucs. D'ailleurs, j'ai même fait une liste de conneries dans Amazing 1 il y a longtemps. Oh, c'est pas vrai, je te jure, tu déconnes, quoi. Mais à part ça, Amazing Spider-Man 2 était très bien, le drame de Peter fonctionne, au point que j'aurais voulu qu'on garde la scène supprimée où on découvre que son père est en vie, tant c'est puissant émotionnellement. La tentative d'histoire à la Dark Knight apporte de bonnes idées d'exploitation de l'univers de Spider-Man, l'esthétique apporte quelques belles scènes. Je pense surtout à la scène de la mort de Gwen, qui est superbe, le thème des responsabilités qui pèsent sur Peter, comme avec les personnes qui se sont senties trahies par les promesses du super-héros. Et la direction que prenait la saga était très intéressante. Et là, Marvel l'a à nouveau rebooté. Et après, le naïf romantique et valeureux qui fait face au pire drame de la vie et l'adolescent perdu qui cherche à combler le vide de la sienne, on a le lycéen. Rien d'autre. Cette fois, Spider-Man se résume en un gamin. C'est ce qu'il est dans Civil War, c'est ce qu'il est dans Infinity War, et même quand il a un film centré sur lui, il se résume à un gamin avec des problèmes de gamin. Comme vouloir être considéré comme un adulte. Si vous voulez une preuve ultime que Marvel est comme une maman possessive qui refuse de voir leur enfant grandir, la voici. On a même plus qui faisait que Spider-Man était Spider-Man. La culpabilité, le drame, les voltiges dans le ciel, l'icône, les tracas de la vie, disparu. Oh, mais Spider-Man fait des blagues, donc il est bien, mais... Putain, il faisait des blagues pour une raison, pour tenter de garder le moral malgré tout le drame de son existence. Son humour marche qu'avec son drame. Si t'enlèves le drame, l'humour n'a juste pas de sens. Le parfait exemple de ce qui va pas, c'est la toute fin. Tante May qui découvre que Peter est Spider-Man. Dans les comics, c'était toujours un passage lourd en émotions et en conséquences. C'est une remise en question de Peter et de sa relation avec sa figure maternelle. Même les précédents films, bien que Tante May ne découvre pas directement le secret de Peter, elle découvre que Peter a plus ou moins provoqué la mort de son mari, que Peter est obsédé par la disparition de ses parents, et ça a toujours apporté des moments lourds en émotions. Là, c'est quoi le résultat? What the f... Une putain de blague concluant le film. Comme si le film lui-même était une blague. Et pas de conséquences vu qu'après on retrouve ce Peter dans Infinity War où on n'évoque jamais ce qui s'est passé. Et beaucoup croient naïvement que c'est le parfait Spider-Man. Un Spider-Man concentré que sur l'action et l'humour. Bref, ce que le comics cherchait à éviter pour ne pas en faire un énième modèle de puissance, pour qu'il soit un jeune adulte affrontant les difficultés de la vie. Manifestement, tu n'es plus le personnage pour lequel j'ai écrit tant de choses toutes ces années. Marvel ne veut pas que Spider-Man grandisse, il veut qu'il reste le gamin qu'on aimait à ses débuts. Mais ce Spider-Man-là ne marche pas. Oui, on s'est identifié à Peter parce que c'était un gamin comme nous, mais aussi parce qu'il grandissait. Si j'ai arrêté Ultimate Comics Spider-Man, c'est pas seulement parce que j'ai vomi une semaine de repas, mais surtout parce que Peter avait régressé. Je voulais le voir mûrir, grandir, devenir un adulte, car j'étais moi-même devenu un adulte. Il faut bien devenir adulte un jour.
C'est vrai aussi pour les personnages de fiction. Et oui, être adulte ne m'empêchera pas de profiter quand même de l'histoire d'un enfant qui devient aussi adulte. J'aime toujours Ultimate Spider-Man et j'aime bien Amazing Spider-Man 2 malgré qu'il n'était pas fait pour ma génération. C'est pour ça que j'ai pris Ultimate Comics Spider-Man comme une trahison, un événement comme Ultimatum. Même si Peter survit par on ne sait quel miracle, ça aurait dû tout changer. Mais non, toujours les mêmes problèmes de lycée, il est toujours au lycée, ça fait 11 ans qu'il a 15 ans, putain. Et les problèmes d'adolescent, on a même atteint le niveau sitcom à la con, vu que Iceberg et Johnny Storm ont fini par s'incruster chez Tante May eux aussi. Non! Arrêtez! Faites des trucs d'adultes maintenant! On parle à peine d'ultimatum, comme si ça ne signifiait rien! Ça n'a rien signifié! Tout ça là, Spider-Man est mort, merde! Parlez de ça! Et ce sentiment de trahison, tous les fans de comics l'ont ressenti un jour ou l'autre. Cette promesse de conclusion, d'évolution, finalement annulée de la façon la plus atroce possible pour revenir à un status quo qui n'a plus de sens. Parce que les comics refusent de changer, car changer signifierait mettre fin à un comics ou changer un status quo et risquer une baisse de revenus et de popularité. Même si en vrai la stagnation provoque le même effet à long terme. Tout est bien du moment que ça change. C'est pour ça que j'ai toujours eu tendance de préférer les films aux comics, car les films amènent à une conclusion inévitable. The Dark Knight Rises est pratiquement une révolution dans le genre super-héroïque en montrant une licence aller vers une conclusion définitive. Parce qu'il faut que cette conclusion arrive. Ces histoires en ont besoin, toute histoire a besoin d'une fin. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que le Marvel Cinematic Universe devrait s'arrêter après la phase 3, car Avengers 4 est une conclusion définitive de toutes ces histoires. Ça, plus le fait qu'il n'y a plus de raison d'attendre les Gardiens de la Galaxie 3 aussi, ouais. Mais même là, Marvel ne s'arrêtera pas. Ils continueront et ils trahiront les fans du MCU en montrant que rien n'a changé et que rien changera. Et ils perdront cette connexion, comme un petit ami salaud qui promet que du changement et compte sur notre naïveté. Et le premier film à lancer cette nouvelle vague de long métrage pour une licence qui supplie de s'arrêter en vain? Évidemment. Oh que oui que t'es loin de chez toi, Spidey. Far From Home, vous êtes sérieux? Donc, pourquoi j'aime tant que Tante May meurt à la fin du jeu Spider-Man? Car c'est ce dont Peter avait le plus besoin. Laisser partir Tante May et passer à autre chose. Tante May est morte puis ressuscitée un nombre de fois ridicule, et le refus de Peter et des auteurs de la laisser partir ne fut que problématique. J'aime Tante May, c'est la douceur incarnée, mais un jour ou l'autre, il faut accepter de dire adieu aux personnes qu'on aime, même si c'est dur. Et aussi, c'est la preuve ultime que finalement, Spider-Man marche mieux chez Sony que chez Marvel. Car même si Sony a rebooté Spider-Man et exploite son univers avec les mêmes intentions mercantiles que Marvel, au moins ils montraient Peter apprendre, évoluer et grandir. Au moins ils avaient compris que Spider-Man était avant tout un drame, là où Marvel en fait un personnage comique aseptisé et sans relief et qui ne montre même pas la mort d'Oncle Ben. Et c'est pareil avec les dessins animés. Sony avait fait 2 chouettes séries d'animation qui comprenaient la dynamique entre le super-héros et le personnage qui vit sa vie, là où Marvel en fait un plagiat de Totally Spies. Et bien sûr, Into the Spider-Verse, ou New Generation. Si, ça le fait, c'est juste moins classe, mais bref. Le meilleur Spider-Man depuis la trilogie de Sam Raimi de loin, et qui écrase en termes de mise en scène, de narration et de créativité tout ce qu'a pu faire Marvel ces dernières années, MCU ou non. Déjà parce que ce film a une imagerie pop et comique marquante et iconique, ce qui le rend automatiquement meilleur que Spider-Man Homecoming, mais surtout, il ne s'adresse pas qu'aux fans. Il s'adresse à de nouveaux fans en devenir. Beaucoup disent que Homecoming n'a pas besoin de re-raconter l'origine story de Spider-Man. Mais en vrai, si, il en avait cruellement besoin. Déjà parce que ce n'est pas le Spider-Man qu'on connaît, c'en est un autre, et c'est donc le seul moyen de nous connecter à lui et de voir d'où il vient. Mais surtout, ce Spider-Man n'était pas censé être pour ceux qui connaissent ce Spider-Man. C'est un reboot, et un reboot doit introduire son histoire à un nouveau public. Mais ce film ne visait que les fans, les seuls qui en ont quelque chose à foutre de voir Spider-Man dans la team Iron Man. Ce qui est complètement absurde, ceux qui connaissent ce Spider-Man ne reconnaîtront pas ce gamin, surtout après une saga Amazing inachevée, et ceux qui ne connaissent pas n'auront aucune émotion en voyant ce Spider-Man là. C'est un échec conceptuel que les gens avalent quand même, ce qui fait poser des questions sur ses fans. J'ai jamais compris les gens. D'après vous, que veulent-ils? La facilité. Les gens sont toujours prêts à troquer la qualité contre la facilité. Ça peut être de la camelote, c'est pas grave tant que c'est pratique. Et surtout, ça prouve que non seulement Marvel ne veut pas que Spider-Man grandisse, mais il ne veut pas que les spectateurs grandissent.
Spider-Man est un modèle générationnel. S'il s'adresse aux fans de longue date, il dit donc à des adultes de rester des gamins. Et les nouveaux spectateurs qui ont besoin des valeurs de Spider-Man peuvent tout simplement crever. Là où Spider-Man Into the Spider-Verse raconte les origines de son nouveau Spider-Man, de tous ces Spider-Man en fait, et montre enfin Peter évoluer. Il n'est pas qu'un gamin coincé dans une boucle temporelle qui l'empêche d'avancer, c'est un adulte qui vit ses derniers jours avant de passer le flambeau à la nouvelle génération, et qui doit passer outre la stagnation de sa vie. C'est comme si le film critiquait ce qu'était devenu le Peter Parker de Marvel. C'est un père, un guide, un maître, c'est le Peter Parker que l'on mérite. Le film arrive même à accomplir l'exploit de faire une origin story, une histoire d'univers parallèle avec de multiples Spider-Man, les Sinister Six, et il arrive à ne pas s'éparpiller et à bien raconter tout ça, sans oublier le drame et les problèmes de vie qui font la force de Spider-Man. Donc, c'est quoi déjà l'excuse de Homecoming de ne pas montrer les origines de son héros? Et bien sûr, Miles Morales. Je n'ai pas lu beaucoup de Ultimate Spider-Man avec lui, comme j'avais expliqué, j'avais arrêté cette série à un moment, mais Miles Morales fut la bonne voie à suivre. Quitte à ne pas arrêter d'exploiter Spider-Man, laissez Peter passer à autre chose. Et j'aime le fait qu'ils ne l'ont pas annulé. Non, ils n'ont pas fait comme Ben Reilly, ils l'ont assumé. Et c'est une très bonne chose, car avec lui, les choses ont changé. Peter a su garder une belle fin. On a pu le voir festoyer au Valhalla avec d'autres héros morts. Sa famille a pu évoluer et devenir des modèles, des guides pour des nouveaux personnages. L'histoire elle-même a évolué. C'était ce qu'il me fallait. Les proches habituels de Pete ont l'air pas mal en retrait dans l'histoire de Miles, ce qui est normal, mais je reste content de la tournure qu'ils ont finalement prise. Je souhaite aux fans de Miles Morales de ne jamais être trahis comme les autres fans ont été trahis par One More Day ou Ultimate Comics Spider-Man. Et j'espère de tout cœur qu'au moins cette version de Peter Parker pourra reposer en... Non! Non! Bordel de merde, non, tu as recommencé, fils de pute! Combien de fans torturés te faudra? Merde! Fuck you, Marvel! Fuck you! Arrêtez! Il est déjà mort! C'est peut-être cruel à dire, mais dans une industrie où tuer un personnage est toujours annulé à un moment donné, que ce soit le Bouffon Vert, Gwen Stacy, Tante May ou même Jean Grey, Superman, Captain America et d'autres héros ressuscités, voir un mort aussi important rester, c'est presque plus miraculeux qu'une résurrection. Spider-Man mérite une fin. Et il l'a eu. Et j'espère qu'Into the Spider-Verse et la nouvelle licence de jeux vidéo sauront lui apporter ce dont il a besoin. Mais du côté de Marvel, Spider-Man ne sera jamais autorisé à évoluer. Il sera condamné à répéter le même schéma. Se mettre avec Mary Jane, puis rompre pour pouvoir s'enfiler la chatte noire ou une autre nana Osef. Pour montrer que la vie d'un homme se limite à enfiler un grand nombre de nanas. Reprendre à nouveau le costume noir, car Osef de la portée symbolique du costume noir. On le met juste pour la frime maintenant. Rester toute sa vie un employé du Bugle sans ambition, car pourquoi améliorer sa vie, hein? Même quand il le tue à la fin d'Infinity War, on le sait tous qu'il va ressusciter. Déjà parce que la direction scénaristique est prévisible et que ses cons ont déjà annoncé la suite de Spider-Man, mais aussi parce que Marvel ne veut pas évoluer. Il ne veut pas que les choses changent. Il veut vous enfermer dans une bulle de nostalgie et vous enlever la responsabilité de grandir. Une ironie dramatique. L'incarnation de la responsabilité utilisée pour nous priver de responsabilité. Qui es-tu? J'en sais rien. Voilà ce qui a tué Spider-Man. Voilà pourquoi il est temps que Tante May meure, que Peter range le costume, qu'il fonde une famille avec Mary Jane, qu'il passe le flambeau et ne le reprenne jamais à Miles Morales. Spider-Man doit évoluer. Et il évolue que chez Sony. Rien que le jeu vidéo, niveau scénaristique, il a été plus ambitieux que ce que Marvel a fait ces dernières années. Tout format confondu. Confronter Peter au changement, se concentrer bien plus sur le drame de Spider-Man et ses dilemmes, le forcer à affronter la perte d'un être cher au lieu de tricher avec la mort, inspirer et guider une nouvelle génération, une Mary Jane active, tellement active qu'on l'incarne à plusieurs moments du jeu. Un jeu vidéo! Un média qu'on stigmatise pour une soi-disant absence narrative a fait bien plus que les derniers comics, séries télé et films. C'est la meilleure œuvre sur Spider-Man depuis la trilogie de Sam Raimi en termes d'exploitation de personnages et de ses thématiques. Spider-Man est l'ami d'une génération, la nôtre, celle de nos parents et celle de nos enfants. Et bien que lui souhaiter tout ça semble cruel au premier abord, c'est avant tout pour le bien de cet ami générationnel. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas? Peter! Peter!